Coucou, c'est Anne-Fleur. Pas de panique, l'épisode de French Expat, le podcast, va commencer dans un instant. Voilà, enfin 2021. On place tous beaucoup d'espoir dans cette nouvelle année, encore plus que d'habitude. Et d'ailleurs, je suis impressionnée de voir le nombre d'entre vous qui est en pleine préparation d'une expatriation imminente. L'expat, c'est souvent l'aventure, le projet d'une vie aussi. Et pour que ça se passe bien, ça se prépare un minimum. Personnellement, en quittant la France, j'étais prête à beaucoup de concessions, mais la santé, c'était vraiment ma limite. Et récemment, j'ai découvert Santexpat. Il s'agit du tout premier comparateur et courtier d'assurance, complètement en ligne, pour les expats français partout dans le monde. En gros, leur plateforme pose quelques questions. Elle vous propose automatiquement 3 offres en fonction de votre pays d'expat, mais aussi de votre profil. On n'a pas les mêmes besoins quand on s'expatrie en tant que célibataire à Singapour ou au Canada en famille. Et ce que je trouve vraiment chouette dans leur offre, c'est qu'une fois qu'ils vous ont aidé à trouver la bonne assurance, ils restent complètement dispo et vous accompagnent en français pendant tout votre séjour pour répondre à toutes vos questions santé et vous aider à gérer les imprévus. Et ça, franchement, après 10 ans d'expatriation, je peux vous dire que ça n'a pas de prix. En tout cas, je remercie sincèrement Santexpat pour son soutien auprès de French Expat, le podcast, et je vous invite vraiment à aller jeter un coup d'œil à ce qu'il propose sur santexpat.fr, santexpat.fr. Allez, maintenant, place à l'épisode. Je suis tellement contente, tu vois, de m'être fait ce cadeau parce que c'est vrai que j'aurais pu changer d'avis, j'aurais pu me dire « Oh, je viens de rencontrer ce mec, allez, tant pis, New York attendra. » J'ai senti qu'il fallait que je le vive, quoi. Et mon Dieu, comme j'ai bien fait, vraiment. Ouais, non, c'était trop bien. Bienvenue sur French Expat, le podcast. Le podcast des voyageurs expatriés francophones du bout du monde. Salut et bienvenue dans French Expat, le podcast saison 2. Moi c'est Anne-Fleur et comme tous les lundis, je suis contente de vous amener avec moi en voyage. Aujourd'hui, figurez-vous que nous prenons la direction de Paris. Eh ouais, on part à la rencontre d'une rêveuse créative pour qui rien n'a jamais été impossible et dont les rêves l'ont amenée à prendre pas mal de risques pour le plus grand plaisir de nos oreilles. Et ouais, mon invitée est podcasteuse professionnelle. Et elle revient avec nous sur ce qui l'a poussée à partir découvrir la vie new-yorkaise pendant un peu plus d'1 an et nous fait découvrir cette aventure incroyable avec boulot de jour, boulot de nuit, beaucoup d'amis et son chéri rencontré quelques mois à peine avant de partir. Un vrai roman de Marc Lévy, je vous préviens. Finalement, les liens fraternels et familiaux ont été les plus forts et ont poussé Clémentine à rentrer en France auprès de sa tribu. Mais elle l'avoue elle-même, New York et elle, le dossier n'est pas complètement clos. Vous l'aurez compris, mon invitée n'est autre que la douce Clémentine Gallet, créatrice du podcast Bliss Stories. J'ai passé un merveilleux moment avec Clémentine et je suis très heureuse de vous livrer notre conversation. Belle écoute. Bienvenue dans French Expat, le podcast. Comment vas-tu ce matin ? Bonjour Anne-Fleur, écoute, ça va bien. Chez moi, il est 1h à peu près normale, contrairement à toi. Donc, tout va bien, je te remercie. J'ose le faire, Clémentine. On va la faire à la Bliss. Quel est ton nom, ton prénom, ton âge et de qui es-tu la maman ? Alors, je m'appelle Clémentine Gallet, j'ai 42 ans. Et je suis la maman de Pablo qui a 9 ans et Thelma qui a 7 ans. D'accord. Voilà. Okay. Et la compagne de Julien qui a également 42 ans. Et alors, qu'est-ce que tu fais de beau dans la vie ? Eh bien, je fais quelque chose de très beau, justement. Je suis podcasteuse. J'interviewe des femmes qui me racontent leur grossesse et leur accouchement sans filtre. Voilà, donc je donne la parole à ces femmes qui me racontent leur trajectoire de mère dans un but de transmettre et de libérer la parole. Voilà, et que les informations circulent entre femmes. Et tu fais ça d'ailleurs très très bien, avec beaucoup de douceur et de bienveillance. Je te remercie. Ton podcast s'appelle Bliss, pour ceux qui n'avaient pas encore fait le rapprochement, Bliss Stories. Et tu es aussi auteur d'ailleurs. D'un livre, j'ai pas encore pu regarder, mais j'en ai beaucoup. Oui, j'ai un livre qui est sorti en septembre, là, à la rentrée. D'où est-ce que tu nous parles aujourd'hui ? Tu es à Paris, c'est ça ? Oui, je suis en direct de ma chambre, qui est en fait mon bureau, qui est l'endroit où je passe le plus clair de mon temps, puisque même si maintenant je commence à avoir une petite équipe autour de moi, c'est quand même un métier très solitaire. Même si je rencontre plein de femmes et je fais plein d'interviews, mes journées sont beaucoup face à mon ordi, à bosser à mon bureau, quoi. J'aimerais bien comprendre un petit peu qui était la petite Clémentine. Je sais pas comment te dire, mais en fait, moi, j'ai toujours eu plutôt confiance en la vie. J'ai des parents qui m'ont, je pense beaucoup, enfin, c'est pas je pense, et je suis sûre, beaucoup transmis ça. Et du coup, j'étais pas très inquiète
même si j'avais pas d'idée très précise, j'étais pas très inquiète. Déjà, je savais que quoi que je fasse, j'aurais l'approbation de mes parents. Et ça, c'est quand même important dans la vie, je pense. Donc voilà, moi j'ai une famille d'intermittents du spectacle pur et dur. Donc j'ai des parents qui ont bossé dans la télé toute leur vie. Donc c'est vrai que moi, mon horizon comme ça premier, c'était les plateaux de télé. Donc je savais que ça, c'était quand même un métier assez cool, plutôt épanouissant, parce que j'ai toujours vu mes parents très épanouis dans leur métier. Mais moi, j'ai eu très vite envie de faire plutôt du cinéma. Voilà, donc très vite après le lycée, je me suis dirigée vers des études de cinéma. Donc j'ai fait une école de cinéma qui s'appelle l'ESRA, qui est à Paris. Après, voilà, quand tu sors de l'ESRA, tu peux faire plein de choses. Et moi, en fait, j'ai tout de suite démarré sur le terrain. Il y a rien de tel que de se confronter à la vie professionnelle. En tout cas, dans ces métiers-là, je trouve que il y a pas meilleure façon d'apprendre. Donc très vite, j'ai eu la chance de me retrouver sur des plateaux de cinéma assez fous, puisque le premier plateau sur lequel je me suis retrouvée, c'était un téléfilm de José Dayan. Tu sais, ces gros téléfilms de l'époque où dans lesquels elle faisait tourner Depardieu. Et là, c'était un biopic sur la vie de Balzac, où Depardieu jouait Balzac. Il y avait Jeanne Moreau, il y avait un casting incroyable. Et moi, je me suis retrouvée là, j'avais 20 ans. J'étais chargée de faire des cafés et d'aller chercher les figurants, tu vois, dans les loges. Mais c'était totalement fascinant. C'est vrai qu'il y avait un gouffre entre ce que j'avais appris à l'école et la réalité d'un plateau, quoi. Mais j'ai tout de suite complètement adoré ça. Et voilà, et je me suis dit, ok, bon, j'avais même pas fini l'école, pour tout te dire. Donc, j'ai arrêté l'école plus tôt que prévu. J'ai fait 2 ans au lieu de 3. Oui, il semble même que tu apprenais beaucoup plus finalement sur le terrain qu'à l'école. Oh bah, laisse tomber. En 3 mois de tournage, j'avais appris bien plus qu'en 2 ans à l'école. Donc, voilà. Et puis, du coup, j'ai rencontré des équipes, si tu veux, qui m'ont ensuite embarqué avec eux sur d'autres tournages, puisque ça marche beaucoup comme ça. Tu fais tes preuves une fois et puis après, voilà, on te reprend sur le prochain, quoi. Génial, mais non, c'est vachement inspirant tout ça. Et alors justement, c'est sur un plateau, sur un tournage que tu as rencontré ton chéri. On va s'aimer, c'est ça? C'était le titre du film? Ouais. Tu es bien renseignée, dis donc. En fait, on a été tous les 2 embauchés, lui donc dans l'équipe déco et moi dans l'équipe mise en scène sur ce film, effectivement qui était une comédie musicale improbable avec Gilles Lelouch, Alexandra Lamy, Mélanie Doutet. Ouais, c'était très fun à faire. Vraiment très sympa, une comédie romantique et musicale, parce qu'il y avait beaucoup de chansons parisiennes. On a tourné tout l'été. C'était vraiment très très sympa comme condition de tournage. Et moi j'étais déjà dans l'idée de me calmer un peu sur les tournages, parce que j'ai beaucoup enchaîné et en fait c'est vrai que c'est un rythme assez intense. Et puis voilà, et puis j'ai rencontré Julien sur ce tournage. Voilà, et puis écoute, ça a duré avec ce titre effectivement prémonitoire. On s'est dit bon, on n'a pas génial. Et alors, malgré le fait que vous vous soyez rencontrés peu de temps avant, tu dis écoute Julien, t'es peut-être le bon, mais moi j'ai décidé de partir à New York. C'était prévu depuis combien de temps et comment ça s'est passé du coup? Oui, en fait, effectivement, avant de démarrer ce tournage, j'avais déjà, comme je te dis, entamé un petit virage dans ma vie professionnelle. J'avais envie d'explorer autre chose. Et New York, je connaissais déjà très bien parce que j'y avais beaucoup été en tant que jeune fille au pair et en tant que d'abord touriste, puis jeune fille au pair. Donc c'est une ville qui ne m'était pas du tout inconnue, voire qui m'était déjà familière et dans laquelle j'avais envie d'explorer plus, quoi. J'avais envie en fait de vivre comme une New-Yorkaise. J'avais envie de vivre un quotidien. En fait, à chaque fois que j'y avais été, j'avais été frustrée, voilà, que ce soit si court. Et donc, j'avais envie d'expérimenter. J'étais jamais partie à l'étranger avant. Tu sais, souvent, on fait une année à l'étranger après ses études et tout. J'avais pas fait ça. Et j'étais en manque de ça. Et je me suis dit, bah, qu'à cela ne tienne, il est pas trop tard. Enfin, tu vois, c'est pas parce que t'as eu un premier morceau de carrière professionnelle, voilà, qu'on peut pas prendre un virage sans être radical, puisque l'idée n'était pas l'idée c'était toujours de rester voilà dans cet univers de l'audiovisuel, mais plutôt dans la partie production. Et donc je me suis dit bah pourquoi ne pas allier cette expérience à New York avec justement un stage ou une expérience professionnelle dans une boîte de prod. C'est parti de là. Et donc bah j'ai fait en sorte de trouver une boîte qui était prête à m'accueillir. Et une fois que je l'ai trouvé, bah
voilà, il y avait plus Trop qu'à bien. quoi, tu vois. J'avais une structure professionnelle qui m'attendait et qui me garantissait 1 an D'accord. dans leur boîte, quoi. Donc Incroyable. c'était génial. Après, il fallait juste que je trouve de quoi payer mon loyer. Oui, Bon, ce qui n'est pas accessoire c'est quand même à New York. 3 fois rien. Et surtout, voilà, quand j'ai découvert les loyers dans Manhattan, si tu veux, j'ai un peu fait Ouais. gloops. Je me suis dit: «Ah ouais, d'accord. Bon, bah, va falloir faire des heures de service. Ouais. Va falloir vendre des crêpes». Ce qui est d'ailleurs exactement ce que tu as fait dans West Village, non, c'est pas ça? Ouais, c'est ce que j'ai fait. Bah, en fait, si tu veux, quand je suis arrivée là-bas, j'avais quand même un plan d'appart pour quelques semaines, tu vois, au moins pour me Ouais. retourner et trouver justement un boulot et un appart. Et donc, je me suis retrouvée à chercher une coloc sur Craigslist, qui était, enfin, je sais pas si c'est toujours la référence. Oui, si, Craigslist, c'est un peu le bon coin américain. Voilà, ouais, c'est le bon coin américain où il y a effectivement une partie immobilier coloc qui est très, très, très active et très efficace. Et donc, je me suis inscrite et j'ai scrollé toutes les petites annonces possibles et imaginables. Mhm. Et voilà. Et puis je me suis retrouvée dans un appart. Alors, l'appart, il était dans East Village. Et j'ai trouvé un boulot dans West Village. Donc voilà, c'était sur la même Même rue? longitude, latitude, tu vois. À plat, quoi. Mais et voilà, mais il fallait quand même traverser la ville d'est en ouest. Voilà, et j'ai trouvé donc un petit job dans un resto français qui s'appelait Le Gamin et voilà, et j'ai été embauchée comme serveuse. Je n'avais jamais servi un café à personne. Ah bah si, du coup, sur les plateaux, sur les tournages. Oui, à part effectivement sur des plateaux. Oui, tu as raison, pas tout à fait la Non, même mais je chose. sais. Et du coup, j'ai appris à faire des cafés, et à servir, tu sais, à me mettre plusieurs assiettes sur le bras et voilà, c'était hyper sympa. J'étais avec toute une équipe française. L'endroit était très chaleureux. C'était vraiment, tu sais, le petit endroit cosy où tu viens te réchauffer avec un bon chocolat chaud et une crêpe au sucre, quoi, tu vois. D'accord. Et c'était vraiment chouette, ouais. Et du coup, j'ai bossé là-bas, mais pendant des heures et des heures le soir. En fait, je rentrais de ma journée de boulot dans la boîte de prod et puis j'enchaînais. Waouh, ça ouais. fait des grosses journées, ça, hein? Ouais, ça faisait des bonnes journées. Et j'arrivais quand même pas mal à faire la teuf aussi, donc tu vois, Génial. je m'étais bien débrouillée. Alors, avant de passer à la suite, je t'aurais bien demandé juste Ouais. parce que on dit souvent que même Paris est une ville qui est très chère. Et du coup, pour les auditeurs qui sont jamais allés à New York, tu pourrais donner une idée. Est-ce que tu te souviens des gammes de prix, tu vois ce que je veux dire, en termes de loyer, ou la vie en général est assez chère à New York? Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont choqué particulièrement ou c'était vraiment un truc général? Ah oui, le prix des loyers m'a choquée. C'est clair. Ah non, mais c'était exorbitant. Et pourtant, comme tu dis, je suis parisienne et donc j'avais déjà la pratique des loyers parisiens puisque j'étais déjà, tu vois, j'avais déjà mon appart, quoi. Donc je m'étais trouvé une coloc, donc une chambre dans un 2 bedrooms, tu vois. J'avais quand même une chambre assez grande. Je crois que je payais peut-être $2000 par mois. Donc $2000 par mois, tu vois, quand Quand t'es stagiaire et ça serveuse, paraît, ah bah, ça paraît tout dingue, mon quoi. salaire Ça y paraît passait. complètement. Ah bah oui, parce que c'était ma seule source de revenus. Donc ça, c'était le premier appart que j'ai eu. Et j'étais en coloc avec 2 nanas en couple et c'était hyper sympa. Elles étaient jamais là d'ailleurs, donc j'avais beaucoup l'appart pour moi toute seule jusqu'au jour où j'ai découvert qu'il était habité également par un rat. Donc ça, c'était quand même un peu moins sympa. Ah, alors là. Et j'avoue que ce jour-là, j'ai été, mais pourtant, je te jure, je suis pas chochotte des bêtes, mais là, en fait, le jour où j'ai découvert que mon pain était grignoté toutes les nuits par un animal. Ah, c'est immonde. Mais c'est aussi ça, hein, les appartements new-yorkais. Hein. C'est hyper charmant. Il y a des échelles à l'extérieur et des briques à l'intérieur, mais il y a aussi, ça peut être habité aussi par des bêtes. Et pourtant, l'appart, je te jure, il était mais nickel, refait à neuf et tout. Franchement, il y avait rien d'insalubre a priori. Sauf que bah, en fait, voilà, les rats étaient là, quoi. Et alors ce jour-là, mon Dieu. J'ai hurlé parce qu'en fait, je me suis jamais retrouvée nez à nez avec lui, mais je l'ai vu, tu sais, tu tournes la tête et tu vois une espèce de forme qui cavale sur ton plan de travail. Et t'es là, ok, je vais faire un tour.
Ah, l'horreur. Voilà. Donc ça, c'était le premier appart. Et après, j'ai bougé dans un autre appart. Alors là, c'était le plan en or, en plein Union Square. Tu vois, vraiment derrière le Flatiron Building, là, cet immeuble en forme de fer à repasser bien connu. C'était une petite rue perpendiculaire au Flatiron. Et là, en fait, c'était un plan qu'on avait eu par un correspondant français, journaliste, qui nous avait sous-loué son appart, en fait, tout l'été, parce qu'il était en France, je crois. Et du coup, ouais, et ça, c'était génial. On avait passé 3 mois là-dedans pour, du coup, un loyer beaucoup plus raisonnable. Parce qu'entre Frenchies, on s'entraide, quoi. Ouais. Ouais. Et là, on a habité à plusieurs parce que mon frère est venu me rejoindre, Julien est venu me rejoindre. Enfin là, pour le coup, on était une bonne petite bande. C'était cool. Trop bien. Ouais. Et j'allais te demander justement, donc Julien, donc tu le rencontres, c'est le début finalement de votre histoire. Tu pars et tu lui proposes de partir, c'est bien ça, enfin, ce que j'entendais, je crois, dans Pourquoi pas moi, j'écoutais. Ah oui, bah écoute, je lui ai dit, voilà, moi ça c'est mon programme en fait, donc. Ouais. Et c'est mon programme. Et en fait, on se connaît à peine, puisqu'on sortait ensemble depuis 2 mois, tu vois. Ouais, d'accord. Et même si vraiment je le kiffais bien et qu'on sentait qu'il pouvait se passer quelque chose de, tu vois, de solide entre nous, c'était quand même... Ouais, t'étais pas prête à remettre en question ce grand voyage, ce projet finalement. Non, j'étais pas du tout prête à remettre en question ce voyage, c'était hors de question. Donc oui, effectivement, on s'est retrouvés un peu devant le fait accompli, genre bah voilà, moi je fais ça, t'es le bienvenu, rejoins-moi si tu veux, et puis on verra bien. C'est ce qu'il a fait, il m'a rejoint, il est venu 2-3 fois. C'était très bizarre du coup de se revoir. La vie new-yorkaise, elle va à 1000 à l'heure en fait. Donc moi, à partir du moment où j'ai posé les pieds sur le sol new-yorkais, j'ai été embarquée dans ce tourbillon de vie, de nouvelle vie professionnelle, parce que du coup, j'ai intégré cette boîte de prod, qui était une boîte de prod française, où il se passait plein de choses, où je me suis mise à découvrir d'autres fonctions que je n'avais jamais exercées, en fait, et qui étaient passionnantes. Et puis à vivre, à me faire des connexions, à sortir, à kiffer quoi. Enfin, j'étais dans un truc d'effervescence incroyable que j'avais recherché d'ailleurs. Hein, donc je vivais ma meilleure vie, tu vois. Ouais. Et c'était marrant parce que du coup, lui, quand il arrivait de Paris, c'était un peu la vieille vie, tu vois. C'était un peu l'ancienne vie qui me rattrapait. Et du coup, il fallait trouver un point de retrouvailles. En plus, dans cette histoire d'amour qui était débutante, on n'était pas du tout a priori dans les mêmes vibrations, tu vois. Ouais. Et pourtant, on s'est retrouvés, tu vois, parce que lui, il a vite raccroché mon wagon, en fait, tu vois, et il s'est complètement laissé aussi emporter dans mon rythme. Je lui ai présenté, les gens que j'avais rencontrés là-bas. On est beaucoup sortis, on a beaucoup fait la fête, on a adoré en fait démarrer notre histoire dans ce tourbillon là quoi. C'était cool en fait. Ça aurait pu complètement clasher et on aurait pu vraiment 1000 fois ne pas se retrouver. Ouais, à chaque fois on s'est bien retrouvés. C'est génial. Tu sais quoi, ça me fait penser au début d'un roman de, comment il s'appelle, tu sais l'écrivain, Marc Lévy. Tu sais, un Marc Lévy qui se passe, donc une comédie romantique qui se passe entre Paris et New York. C'est exactement ça. Mais franchement, j'étais un peu dans un roman de Marc Lévy, j'avoue. Et c'est pas mal en fait. Plutôt sympa, j'imagine. J'assume totalement. Ah non, mais pour moi, ça reste une année exceptionnelle. Ouais, hors du temps un peu, non? Ah ouais, complètement hors du temps. Oh, je suis tellement contente, tu vois, de m'être fait ce cadeau parce que c'est vrai que j'aurais pu changer d'avis, j'aurais pu me dire oh, je viens de rencontrer ce mec, allez, tant pis, New York attendra. Et j'ai senti qu'il fallait que je le vive quoi et mon Dieu comme j'ai bien fait. Vraiment, ouais. Non, c'était trop bien. Et tu parlais justement du fait que tu avais déjà eu des expériences, notamment en tant que jeune fille au pair aux US. Du coup, est-ce que tu pratiquais couramment l'anglais? Enfin, tu parlais bien anglais avant de partir? Oui, je parlais déjà anglais, plutôt bien. En tout cas, je comprenais déjà tout. Et après, tu sais, il y a toujours de la fluidité qui a besoin d'être exercée. Et ça, pour ça, il y a rien de tel que
que d'être sur place, que d'être en immersion. Mais oui, moi l'anglais, c'est une langue que j'adore et que j'ai très vite parlé, un peu d'ailleurs sous la contrainte au début. C'est marrant parce que mon histoire avec la langue anglaise a été très difficile au début parce que en fait j'ai été envoyée, j'étais en 6e, 10-11 ans, dans une famille anglaise. Pendant les vacances d'été. Et tu vois, j'étais petite. Enfin, rétrospectivement, 10 ans, c'est quand même jeune pour partir. Et j'ai été envoyée dans cette famille anglaise dans le but de faire un voyage immersif, donc très cool dans l'idée, tu vois. Et moi, je trouvais ça chouette. Sauf que cette famille vraiment ne parlait pas un mot de français. Oh, wow. Mais pas un mot. Et moi, j'avais 1 an de collège, tu vois, de 6e derrière moi. Ah oui, non, mais je me remets un petit peu à ta place en 6e, effectivement, c'est chaud. Donc autant te dire que mon niveau était quand même très très limité. Et je me suis retrouvée dans cette famille à devoir me démerder, mais vraiment comme je pouvais. Et honnêtement, ça a été hyper dur. Je pleurais tous les soirs. Je voulais voir ma maman. Je voulais retourner en France. J'avais le homesick, tu vois, vraiment le mal du pays, mais en puissance. Ouais. Et malgré tout, en fait, maintenant avec le recul, je peux te dire que c'est pendant ce voyage que j'ai eu toutes mes bases d'anglais, en fait, et que après j'ai plus jamais eu à bosser mon anglais. Ah, c'est dingue. Et voilà, parce que j'ai bien été obligée d'apprendre quoi, pour communiquer. Et puis beaucoup de séries et de films en anglais sans les sous-titres ou avec les sous-titres mais en anglais. Ouais. Et puis après beaucoup de voyages aux États-Unis justement. C'est vrai que c'est une langue que j'aime beaucoup. Donc oui, je parlais anglais. Après, il a fallu que je me fasse au vocabulaire justement professionnel, à la fois dans le milieu de la prod et le milieu de la restauration, puisque je cumulais ces deux univers professionnels. Voilà, mais c'était trop bien. Ouais, génial. Et d'ailleurs, quand tu étais petite, du coup, j'ai l'impression que tu as du coup beaucoup voyagé. C'était comme tu me parles d'Angleterre, des États-Unis à plusieurs reprises, tu as cultivé cette envie de partir à l'étranger quand tu serais entre guillemets plus grande, ou c'est un projet qui s'est développé quand tu étais en école de cinéma ou quand tu as commencé tes premières expériences? J'ai toujours, effectivement, je faisais des petits voyages, tu sais, scolaires l'été. Tu vois, mes parents m'envoyaient en voyage immersif justement dans des familles et tout. Donc ça, je l'ai fait plusieurs fois. J'ai fait une année fantastique dans un collège anglais, un peu à la Harry Potter, tu vois, qui accueille des enfants, des ados en fait du monde entier. Et tu fais stage d'anglais. C'est génial. Et puis activités sportives ou théâtre ou machin. Donc ça, c'est vrai que c'était des formules que j'adorais et que j'ai fait plusieurs fois, mais pas du tout dans le monde entier. Je faisais l'Angleterre, point. Tu vois, j'étais vraiment bon. Donc non, j'ai pas du tout beaucoup voyagé, mais j'ai fait un peu l'Angleterre et après, quand j'étais jeune adulte et que j'ai pu me payer des voyages aux États-Unis, très vite New York. Mais j'étais focalisée sur New York, je sais pas pourquoi, j'étais complètement obsédée. Il y avait que ça qui m'intéressait. Donc voilà, écoute, à chaque fois que je devais partir quelque part, c'était New York. Alors maintenant, je me dis, c'est un peu con, j'aurais pu quand même me diversifier, mais bon. Non, mais du coup, c'est une ville que tu connais bien. Ah oui. Et c'est certainement ta ville américaine de cœur. Ouais. Au final, tu es resté 1 an à New York, c'est ça? Est-ce que tu savais du coup avant de partir que tu resterais qu'1 an? Ou j'ai cru comprendre que, je pense qu'on a ça en commun, sauf qu'on l'a pas vécu de la même manière, mais que tu étais assez fusionnelle avec ta famille. Toi aussi, tu es issue d'une grande fratrie d'ailleurs, non? Vous êtes 4 enfants? Oui, exactement. On est 4 et on est tous parisiens. Et donc, on vit beaucoup tous ensemble. Au-delà d'avoir grandi ensemble, quand on a quitté le nid, ensuite, on a toujours continué d'être beaucoup ensemble avec mes frères et sœurs et nos parents. Donc, c'est vrai qu'il y a un attachement et une culture du lien familial qui est très 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 forte, très ancrée chez moi. Donc c'est peut-être aussi pour ça que je suis jamais partie très loin ni très longtemps, parce que le foyer me manque très vite. Ouais. Mais pour répondre à ta question, quand je suis partie à New York, dans l'idée, effectivement, je m'étais dit 1 an tout simplement parce que j'avais pas de visa. Donc il fallait que je fasse des allers-retours, tu vois, je faisais des allers-retours. Donc en fait, je revenais tous les 3 mois, tu vois. Donc c'était une année assez hachée, mais tu vois, je rentrais, je repartais tout de suite, tu vois. Je restais genre 1 semaine en France et puis je repartais. Donc tout cumulé, si tu veux, ça a fait 1 an, même un peu plus. Ouais. Je m'étais dit que je ferais ça tant que c'était possible et puis qu'éventuellement après, pour le coup, je demanderais un visa s'il y avait une opportunité professionnelle qui se présentait à moi. En parallèle, d'ailleurs, je jouais à la loterie.
pour avoir la green card, parce que j'avais plein de potes du coup que j'avais rencontrés à New York qui l'avaient gagné cette green card à la loterie. Donc c'est que ça existe. Ouais, c'est pas que dans les films, quoi. C'est pas que dans les films, et ça me fascinait totalement. Je trouvais ça dingue, ce système de loterie qui pouvait t'ouvrir tout d'un coup une autre vie et d'autres opportunités professionnelles. Enfin, je trouve ça génial. Donc ça, je l'ai fait. Je me suis réinscrite à chaque fois. Je rempilais, si tu veux, en espérant gagner le ticket vert, bon, qui n'est jamais, j'ai jamais été tirée au sort malheureusement. Voilà, effectivement, au bout d'un an, la question s'est posée de est-ce que je rentre en France ou pas. Aussi par rapport à Julien, on était en questionnement de, parce que lui, lui pour le coup à New York, il y avait personne qui l'attendait ni qui lui proposait quoi que ce soit. Donc lui, sa carrière, elle continuait de se construire en France en parallèle. D'accord. Donc voilà, donc ça. Plus effectivement un peu le mal du pays et le sentiment que ma vie était quand même en France, on a décidé de rentrer. Mais c'était très tentant de rester là-bas aussi. Ouais, on sent que ça n'a pas été une décision facile. Hein. Il a fallu faire un choix. Ouais. Choisir, c'est renoncer. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Et voilà. Avant de parler de l'après, du coup, New York, tu avais fait, comme tu disais, des expériences un petit peu en pointillé quand tu étais venue à New York auparavant. Le fait d'y avoir vécu, est-ce que ça a changé ta vision de la ville, de la mentalité des New-Yorkais ? Alors, ça a plutôt confirmé ma vision justement que j'avais eue au cours de mes précédentes visites. Ça a confirmé quand même que les New-Yorkais sont quand même des gens dans une intensité de vie rare, enfin en tout cas que j'ai pas connu ailleurs. Et puis bon, ça va peut-être paraître un peu galvaudé ce que je vais dire, mais quand on dit que c'est la ville de tous les possibles, c'est vrai en fait. C'est-à-dire que t'arrives là-bas, personne te juge, presque personne ne regarde ton CV en fait, ni comment tu t'es construit, ni d'où tu viens, ni quel est ton background. En fait, les gens regardent qui tu es à l'instant présent où tu te présentes devant eux en fait. Ouais. C'est ça qui m'a frappée à ce moment-là, parce que évidemment, je suis rentrée là pour le coup dans une vie professionnelle où le jugement et le côté, je regarde ce que t'as fait avant, évidemment, est plus présent. Et j'ai trouvé ça fou, en fait, à quel point les gens te font confiance à partir du moment où t'as l'énergie d'aller vers eux et où t'arrives avec quelque chose à proposer ou, que ce soit juste de la disponibilité ou des idées ou d'autres choses plus grandes, peu importe. Ils prennent ce que tu as à leur donner et ils en font quelque chose. Ils te permettent de le transformer, toi, cette envie et cette énergie. Et ça, c'est unique. J'ai jamais retrouvé ça nulle part ailleurs. Et j'ai trouvé ça mais merveilleux, quoi, d'arriver là. Moi, j'étais vraiment la petite Frenchie qui débarquait pour exercer. J'avais quelques cordes à mon arc, mais assez peu, tu vois. Mais j'avais de l'énergie, j'avais le sourire, j'avais l'envie et la curiosité de rencontrer plein de gens et de faire plein de choses. Ok, et eux ils prennent ça et ils te permettent de l'exploiter, quoi. C'est magique. Donc en fait c'est nos limites. Ouais. Quand t'as l'énergie, c'est nos limites. Tu te dis ok, donc ça en fait ça c'est possible. Ouais. Ça vous me laissez le faire. Ah ok, bon. Et alors ça du coup la porte d'après, si je la pousse, elle s'ouvre aussi. Ah ouais ok, elle s'ouvre. D'accord, c'est incroyable en fait d'avoir la possibilité de se rendre compte de ça. Ça te fait, je trouve, te solidifier dans tes capacités. Si tu avais des doutes sur est-ce que je suis capable de faire ça ou est-ce que ce truc-là, c'est ce vers quoi j'ai vraiment envie d'aller. En fait, tu peux tester là-bas. Tu peux tout tester et personne va jamais te faire chier. Personne va jamais te dire ah mais attends ça, parce que si tu t'embarques là-dedans, fais gaffe parce que ça veut dire que tu pourras pas revenir en arrière. Non, vas-y, essaye et tout le monde prendra cette bonne énergie. Et ça, c'est extraordinaire. Ouais. Les seules limites sont un peu celles que tu te fixes toi, en fait. Il n'y en a pas vraiment de manière structurelle. Exactement. Bien sûr, bien sûr. C'est pour ça que je te dis, si j'avais voulu rester, j'aurais pu rester. J'aurais pu encore faire plein de trucs. Voilà, c'est pour ça que c'est difficile de laisser aussi un endroit comme ça derrière bien soi. Sûr. À quoi est-ce que tu penses que ta vie ressemblerait justement si tu étais restée ? Ah là là, tu sais, j'y pense souvent. C'est vrai ? Ouais, parce que ça a été une croisée des chemins dans ma vie. Il y en a pas beaucoup des grosses croisées des chemins comme ça, je pense. Enfin, en tout cas, dans la mienne, il y en a pas eu beaucoup. Et choisir entre un territoire et un autre, c'en est une. Donc, j'y pense souvent. C'est difficile à dire. Je pense que clairement, j'aurais
pas construit une famille aussi vite parce que c'est quand même une ville de la vie professionnelle. Enfin, pour moi, en tout cas, c'est une ville où je voyais quand même assez peu d'enfants, assez peu de familles, ou alors elles sont planquées, ou alors elles sont pas dans Manhattan, elles sont un peu en dehors. Pour moi, c'était pas une ville de famille, voilà. Et mais c'était une ville d'éclat total sur le plan professionnel. Ça, pour le coup, oui. Je pense que je me serais jetée corps et âme, voilà, dans une vie professionnelle. J'aurais forcément dû renoncer à mon histoire d'amour avec Julien, je pense. Enfin voilà, ça aurait été donc une autre vie avec un autre homme et peut-être pas cette construction personnelle et familiale là, quoi, qui était à l'époque et qu'il est toujours ma priorité. Ouais, voilà. Déjà à ce moment-là, tu savais que tu voulais devenir maman. Voilà. Tu voulais construire ta vie, d'accord. Voilà. Et si tu veux, New York, pour moi, n'était pas compatible avec ça dans à court terme, quoi. Ouais. Voilà. Non, c'est vrai, à New York, il y a des familles, mais qui sont vraiment très, 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 très riches. Voilà. Sinon, c'est vrai que c'est pas toujours compatible pour le commun des mortels, si je puis dire. Qu'est-ce que tu en tires de cette expérience à New York? Qu'est-ce que tu as appris sur toi à New York? J'ai appris plein de choses. Je pense que quand je suis revenue de New York, j'avais emmagasiné suffisamment de confiance et d'énergie pour pouvoir continuer de la faire vivre dans ma vie parisienne. Donc je suis revenue, mais j'étais super power, quoi. Si tu veux, il y avait tout est possible. Plus rien ne pouvait m'arrêter. Et puis j'avais développé quand même un projet pro là-bas dans cette boîte de prod. En fait, j'avais eu une idée d'émission de télé, si tu veux, que j'avais à la base pensée pour Paris et que j'ai transposé du coup à New York. Et en fait, le producteur avec qui je bossais m'a dit, mais franchement, c'est une super idée, toujours dans l'esprit, tu vois, new-yorkais, quoi. Vas-y, just do it. Il y a des caméras, vas-y, prends une caméra, je te la prête et puis tourne, en fait, vas-y. C'est génial. Et donc, j'avais tourné cette émission, qui était un pilote, tu vois, enfin un pilote, donc un numéro 1, tu vois, de ce projet. Mais j'avais été au bout du truc. Donc j'avais tourné. L'idée était très simple, tu vois. C'était une espèce de Paris dernière à New York, tu vois. Donc je sais pas si tu te souviens de cette émission où on explore comme ça des lieux. Alors Paris dernière, c'est très nocturne. Moi, c'était pas forcément nocturne, mais voilà, je me baladais. C'était New York à travers les yeux d'une Frenchie, quoi, tu vois. Et donc j'ai tourné ce truc pendant des semaines. On l'a monté. Enfin, donc j'avais, si tu veux, cet objet documentaire que j'avais accompli. J'avais l'impression d'avoir quand même d'être revenue de New York avec en ayant vraiment accompli quelque chose. Et d'ailleurs, par la suite, cette émission que j'avais tournée à New York m'a servi à faire d'autres choses et à démarcher et à être prise en fait pour autre chose en France. Alors tu vas me dire si je suis bien informée, mais est-ce qu'il s'agit de Girl in the City? Oui, exactement. Ah là là, mais t'es tellement renseignée, t'as tellement bossé le dossier. Et non, mais c'était improbable cette expérience. Et effectivement, c'est parce que j'avais fait ce truc à New York, si tu veux, qu'ils m'ont repéré et qu'ils m'ont choisi après pour le faire. Donc génial. C'était super parce qu'en fait, ça a entraîné, ça a fait boule de neige pour autre chose. Ça voulait bien dire qu'il fallait le faire. Pour revenir du coup à cette fusion du coup que tu as dans ta famille, maintenant tu es maman de 2 enfants, tu nous le disais. Est-ce que tu souhaites instiller un peu ce goût peut-être de la découverte culturelle, géographique, enfin tout ce que tu veux, à tes enfants? Est-ce que tu pousserais même jusqu'à peut-être leur offrir un jour la chance de partir en expat quelque part, quelque temps ou... Ah ouais, mais totalement. J'adorerais qu'ils aient la chance de faire ça, même plus tôt que moi je l'ai fait, tu vois. Je trouve que cette fameuse année de césure qui existe beaucoup en Europe je trouve pas tellement finalement en France, ou peut-être que ça a changé depuis mes années lycée, mais en tout cas moi à l'époque c'était pas la norme du tout de partir 1 an à l'étranger, alors que dans d'autres pays, les gens se posent même pas la question en fait. Tu pars. Effectivement, aux États-Unis, ici, c'est hyper courant après le lycée, par exemple. Voilà. Donc moi, j'aimerais beaucoup qu'ils le fassent, ouais. Ah ouais. Et bon, malheureusement, on voyage pas beaucoup. J'avoue, depuis qu'ils sont nés, on a
très peu voyagé et pourtant ils nous le réclament énormément. Mais bon, voilà, c'est pas toujours possible. Et voilà, mon fils rêve d'aller au Japon. Donc voilà, mais c'est vrai que j'ai hâte de leur faire. Déjà, j'ai hâte de les emmener à New York. Ça, c'est sûr qu'on va se le faire, ce voyage à New York tous les 4. Et puis le Japon. Je lui ai dit que pour ses 10 ans, je l'emmènerais à Tokyo, mais bon. Ah oui, effectivement. Et si j'ai tout suivi, du coup, ça arrive bientôt. J'espère vraiment que les choses vont se calmer pour que vous puissiez faire votre voyage. C'est ça. Écoute, il me reste quelques mois pour que les frontières s'ouvrent et qu'on ait le budget pour le faire. Ouais. Parce que c'est-à-dire que le Japon, il n'a pas choisi la destination la plus accessible. À tous les sens du terme, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Rétrospectivement, du coup, donc c'était quoi, il y a 15 ans que tu es partie à New York. Le temps passe vite. Voilà. Qu'est-ce que tu te donnerais comme conseil à donc la Clémentine d'il y a 15 ans? Un truc que tu aurais peut-être aimé savoir, qui t'aurait peut-être aidé à vivre encore mieux, même si on comprend bien que c'était une expérience positive, mais à vivre encore mieux ton expérience là-bas. Franchement, j'ai quand même l'impression d'avoir déjà bien profité. Mais si je devais parler à la Clémentine d'il y a 15 ans, je pense que je lui dirais de rester quand même quelques mois de plus, que Paris peut attendre encore un petit peu. Et notamment, tu vois, il y a quelque chose que j'ai pas fait à l'époque, alors, qui se passe pas à New York, mais dont j'ai entendu parler pour la première fois à New York, qui est Burning Man. Ah, ouais. C'est une sacrée alors, Burning Man, bon, pour ceux qui connaissent pas, c'est un énorme festival dans le désert du Nevada, et voilà, où se réunissent tous les ans des milliers de personnes. Et en fait, j'ai rencontré des gens de la communauté Burning Man en fait à New York lors d'une soirée improbable. J'imagine du coup. Ah mon Dieu, c'était fou. Et j'étais complètement fascinée par ces gens et leur liberté. Et bon, voilà, c'est vrai que c'est spécial, hein, faut adhérer, mais c'est marrant. Et ça, tu vois, c'est un truc que j'aurais aimé faire. Mais il n'est pas trop tard. Non, t'as raison, il est jamais trop tard. Il est jamais trop tard. Mais quand même, je me demande si j'ai pas quand même laissé passer le train de Burning Man, ou plutôt la caravane. Pour fêter les 20 millions d'écoutes de Bliss, peut-être. Une tournée américaine. Ah ouais, bien sûr. Mais ça, c'est vrai, tu vois, c'est le genre d'expérience américaine que je regrette de pas avoir fait. Une de mes sœurs l'a fait et je l'ai tellement enviée qu'elle ait été au bout de ça. Et d'ailleurs, elle en est revenue en me disant que c'était extraordinaire. Ouais. Donc peut-être que je lui dirais, écoute, vas-y, prolonge. Il y a encore une fois, Paris peut t'attendre. C'est pas 3 mois de plus qui vont faire la différence. C'est vrai. J'allais te demander, Bliss, du coup, tu parles de maternité, avant, pendant, après. Est-ce que tu sens que peut-être, enfin, je veux dire, on a des visions la maternité qui peuvent être très différentes entre deux continents. Est-ce que tu sens que ton expérience new-yorkaise a influencé, ou peut-être pas du tout, la création de ce podcast et ce projet du coup complètement tourné autour de la maternité? Avant cette expérience d'une année, donc j'ai été jeune fille au pair à New York. Et donc, j'ai vu ce que c'était que de vivre à New York avec des enfants, avec des parents qui bossaient du matin au soir, des enfants, du coup, beaucoup livrés soit à eux-mêmes, soit à leur babysitter qui était en l'occurrence moi. Et ça, vraiment pour moi, c'était ce que je ne voulais pas. Ouais. J'ai été hallucinée par la façon dont cette mère de famille gérait sa vie pro et sa vie perso, ou plutôt ne gérait pas sa vie perso et ne gérait que sa vie pro. Ouais. Je me souviens que ça m'avait vachement choquée, en fait. Elle était jamais là. Enfin, j'étais même partie en vacances avec eux dans le Maine, tu vois, pendant les vacances d'été. Et même pendant les vacances d'été, mais ils bossaient tous les deux. Ils étaient dans la maison, si tu veux, avec moi, mais ils bossaient comme des chiens. Ouais. Et moi, j'emmenais les mômes, tu vois, aux activités, aux trucs aquatiques, là, à base nautique, machin, des espèces de camps en plein air pour enfants, avec toutes les nounous qui se retrouvaient, tu vois, et tous les enfants qui étaient dans des espèces de centres de loisirs de riches, tu vois. Alors, moi, personnellement, en tant que babysitter, c'était très fun et j'ai adoré vivre ça, et c'était anthropologiquement très intéressant. Mais ça m'a fait me questionner et me confirmer que moi c'était pas du tout ça. C'était pas ta vision de la parentalité. Du tout ma vision de la parentalité. Ah ouais, c'est quand même spécial. Hein. C'est des parents qui mettent leur carrière avant tout, et
Donc voilà, donc ça c'est vrai que pour le coup ça m'a pas inspirée, ou plutôt ça m'a inspirée vers une autre voie qui était et je me suis dit putain mais les mamans françaises finalement, je sais que la façon de je sais que les mères françaises sont souvent prises en exemple par les Américaines. Enfin, déjà, la parisienne, la française. Il y a un bouquin d'ailleurs là-dessus, ici, Bringing Up Baby. Je sais pas si tu l'as lu sur une américaine qui, après que je me souvienne, je l'ai lu justement il y a quelques mois, qui en fait compare, qui explique un peu, si tu veux, la manière d'éduquer les enfants à la française et comment est-ce qu'on pourrait l'utiliser aux États-Unis. Voilà. Je sais que les Américaines sont assez admiratives de la façon dont nous on fonctionne. Bon, notamment sur le fait que elles disent que nos enfants font beaucoup plus rapidement leur nuit que les leurs, que bon, enfin qu'elles comprennent pas comment on fait et que comme si on avait quelque chose à leur enseigner. C'est vrai. Alors que bon, on est foutu pareil, hein. C'est juste culturel. Ouais. C'est marrant quand même de voir à quel point il y a des différences, à quel point les femmes du coup se croient inférieures ou supérieures en fonction du pays où elles naissent et où du coup elles vont faire naître leurs enfants. Ouais. C'est assez marrant en fait ce qu'on t'injecte culturellement dans ta vie de mère du coup et qui va, enfin dans ta vie de femme et qui du coup va impacter ta vie de mère ensuite. Moi qui étais quand même dans une perspective de construction de famille, ça a confirmé le fait que la France, le berceau moi où j'avais grandi, et c'était vraiment celui où j'avais envie d'élever mes enfants. Ouais, c'est très bien aussi, ça permet de se connaître encore mieux. Après j'en connais pas beaucoup d'autres, hein, donc ça se trouve. On arrive à la fin de cet entretien. Déjà ? Mais oui. La tradition, à la fin de chaque épisode de French Expat, le podcast, c'est que mon invité partage 3 expériences, selon toi, donc, à ne pas manquer pour découvrir le New York de Clémentine. Alors, ça peut être 3 lieux, 3 trucs à voir, à sentir, à goûter, enfin, absolument ce que tu veux, mais 3 trucs à vivre, du coup, je pense, à New York pour découvrir ton New York. Ce serait quoi ? Aïe, aïe, aïe! Non, mais surtout, il va falloir sélectionner parmi la multitude de recos que je pourrais donner. Alors, je dirais numéro 1. Alors, attends, on parle hors Covid, hein? Oui, bien sûr, bien sûr. Dans un monde merveilleux. Dans un monde merveilleux. Numéro 1. Je me rends compte que c'est que des trucs de soirée, c'est horrible. Alors, attends. C'est une autre période de ta vie? Ah mon Dieu, c'est atroce. Enfin, c'est atroce, c'est flippant. La meuf n'a vécu que la nuit, en fait. Désolée. Hein. Ce sera le New York noctambule. Mais oui. Nous, ce qu'on avait fait, c'est qu'on s'était connecté à un réseau de soirées un peu pas clandestines, mais de soirées en bouche à oreille. En fait, à New York, il y a plein de soirées qui sont un peu planquées, soit dans des lieux, tu vois, où moi je me souviens d'une friterie ou un truc de tacos qui était sur une grande artère. Je me souviens, c'était Houston Street, je sais plus. Et en fait, c'était donc en façade un snack en fait de tacos et il fallait donner un nom de code, un mot de passe. Et il t'ouvrait en fait une porte à l'arrière, comme dans les films. Et là, tu descendais dans une sorte de speakeasy, tu vois, complètement incroyable, avec des candélabres, du bois partout sur les murs, et tu passais une soirée inoubliable. Je pense qu'il y a encore plein d'endroits comme ça planqués. Et moi, si je devais retourner habiter à New York, je me débrouillerais pour trouver ce réseau parce que c'était vraiment fou. Ouais. Il y a quand même quelque chose qui est très touristique, mais qui pour moi n'a pas son pareil à New York, c'est Broadway. Et ça, je peux te dire que j'en ai écumé des théâtres de Broadway parce que je suis passion comédie musicale. Qui dit passion comédie musicale dit j'ai été en voir un paquet et à chaque fois c'est en plus à l'époque il y avait pas du tout toutes ces comédies musicales qu'il y a en France maintenant et donc si tu veux aller voir un spectacle à Broadway c'était complètement magique et je pense que ça le reste toujours parce que il y a cette ambiance quand même très particulière et il y a des spectacles d'une qualité dingue.
Il y a pas que Manhattan, il y a Brooklyn qui vraiment mérite le détour. Moi, c'était un endroit où je passais aussi beaucoup de temps. Donc à l'époque, c'était le quartier, le premier quartier là sur la ligne L. Je connais très mal Brooklyn. Amnésie. Bon, je vais dire Brooklyn, tant pis. D'accord. Mais non, mais Brooklyn, c'est tellement vaste. Bon, bref, c'est pas grave. Oui, je pense aussi que quand on est beaucoup dans Manhattan, c'est bien, mais c'est bien aussi d'en sortir. Ouais. Et c'est bien d'aller explorer ce qu'il y a, voilà, au bout d'une ligne de métro, par exemple. Moi, je faisais souvent ça. On fonctionne beaucoup avec le métro et les bus à New York ou avec la marche à pied, hein, qui fonctionne très bien aussi. Mais c'est vrai que moi, ça me faisait marrer d'aller explorer, tu vois, des lignes de métro, d'aller tout au bout et puis de revenir. Et ça te permet de te retrouver dans des quartiers complètement différents les uns des autres, où tu voyages au sein même d'une même ligne de métro. Et notamment, je me souviens d'explorations dans Brooklyn complètement fascinantes, où tu te retrouves... je me souviens, je m'étais retrouvée dans le quartier... tu sais, des juifs orthodoxes, où ils sont tous vraiment... tous habillés de manière très traditionnelle, avec les papillotes, les chapeaux. Mais en fait, les rues sont remplies de cette population-là, tout d'un coup. Ouais. Et tu sais pas comment... Tu vois, le bloc d'avant, c'était pas du tout ça. Et puis le bloc d'après, t'as l'impression d'être vraiment ailleurs, quoi. Donc moi j'avais beaucoup exploré Brooklyn, aussi bien toutes les petites boutiques de fripes, les boutiques de déco, de brocante. Je sais pas s'il en reste qui sont préservés et qui sont encore pas trop touristiques, mais en tout cas moi c'était vraiment des quartiers que j'écumais. Et puis il y a aussi toute la scène un peu de concerts rock, mais ça c'est grâce à mon mec que je l'ai découverte beaucoup, puisque lui c'est un dingue de concert, et on a beaucoup fait aussi tous les petits bars, concerts dans East Village à l'époque. Je sais pas si c'est toujours le cas et si il y en a toujours autant, mais en tout cas c'est des ambiances incroyables en fait, où tu sais pas, tu prends même pas un ticket si tu veux, tu vas dans l'endroit et puis tu découvres un groupe et tu passes une trop bonne soirée. Voilà, écoute, je te dis, c'est très noctambule, hein, mais... Trop bien, écoute, c'est vachement sympa. En tout cas, ça fait du bien de se projeter dans une période un peu future. Ah oui, loin du Covid. Aussi, ne jamais oublier à New York les rooftops. C'est-à-dire que dès que vous rentrez dans un hôtel, même un building, n'importe quoi, où vous sentez qu'il y a une possibilité de rooftop, faut vraiment penser à aller au fond, prendre l'ascenseur et appuyer sur le dernier étage, parce que y a beaucoup quand même de rooftops connus ou inconnus et qui valent vraiment le détour. C'est une bonne conseil. D'ailleurs, si t'étais pas loin du Flatiron Building, tu devais pas être loin c'est le 230 là sur la 5e avenue, qui est une superbe vue sur l'Empire State. Non, ça n'a pas l'air de te dire grand chose. Je te vois ouvrir de grands yeux. Le 230, c'est quoi? C'est un resto? C'est un rooftop qui fait aussi resto, je crois, mais c'est un bar sinon. Écoute, là comme ça me dit rien, mais peut-être que c'était pas ouvert à l'époque. C'est possible. Écoute, Clémentine, je te dis un immense merci d'avoir passé cette petite heure avec moi. C'était super cool de t'entendre un peu de l'autre côté du micro aussi. Je te souhaite une excellente continuation. Et puis, je te dis à très bientôt. Merci. Écoute, j'ai adoré me replonger dans ces années new-yorkaises avec toi. Franchement, c'est trop chouette, ce petit retour en arrière. Et du coup, ça m'a donné envie d'y retourner, tu vois. Aha. Encore plus. Donc, je pense que dès que possible, je vais reprendre des billets. Trop bien. Et écoute, tu me raconteras. Merci beaucoup. À bientôt. Et voilà, c'est la fin de ce tout nouvel épisode. Je vous remercie infiniment d'avoir écouté jusqu'au bout. Et un merci tout spécial à Clémentine de nous avoir replongé dans ses souvenirs de voyage et d'années d'immersion à New York. J'espère que ça vous a plu. Si vous êtes encore là, il y a de grandes chances que vous ayez envie de soutenir le podcast et je vous en remercie du fond du cœur. Si vous le souhaitez, direction Apple Podcast ou iTunes pour donner 5 étoiles au podcast, commenter en partageant éventuellement votre épisode préféré.
Et si vous n'avez pas accès ni à un Mac ni à un iPhone, absolument pas de panique, vous pouvez toujours en parler sur les réseaux sociaux ou même dans la vraie vie. Ça aide tout autant. Si vous souhaitez avoir plus d'informations sur le podcast de Clémentine, sur ses actualités, sur les nôtres, tous les liens sont dans les notes de ce podcast ou sinon direction notre site web www.frenchexpatpodcast.com. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à lundi prochain. Bye.